Cette rencontre, je voudrais très brièvement d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à Grasse, pour ceux qui nous viennent de l'extérieur, saluer mes concitoyens également, et les habitants et les maires du pays, et nombreux ici aujourd'hui. Saluer le président du Conseil général, M. le député Éric Ciotti, dont chacun sait ici des liens d'amitié et de travail qui nous unissent depuis fort longtemps, avec notre relais particulièrement actif, Jérôme Bio, qui sert de fil conducteur entre le président du Conseil général et le maire de la ville, et un fil de conducteur particulièrement attentif, efficace, et je le remercie également pour le travail qu'il fait ici dans la commune. Saluer les conseillers généraux qui sont nombreux aussi, Thierry Lesquels, Pierre-Louis Morani, monsieur le sénateur, maire de Calais-sur-Mer, mon collègue Louis Nègre, avec lequel nous avons également de nombreuses complicités parisiennes, enfin sénatoriales. Jean-Marc Delia, conseiller général et maire de Cavalier, l'ensemble des maires, Michel Médy, Régis Leguigre et Hubert Germain, Claude Zépi et bien d'autres, Michel Ollier, vous savez, Annie Double qui représente Lionel Lucas, le député Lionel Lucas. Voilà, chers amis, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Nous sommes réunis pour lancer la campagne qui sera consécutive, j'en suis sûr, dimanche prochain à l'élection de notre président de la République sortant, la campagne électorale de Charles Gilesi. Dès le début de sa volonté exprimée d'être candidat dans cette deuxième circonscription, j'ai souhaité me soutenir avec toute ma majorité municipale autour de moi. Je ne reviendrai pas sur la difficulté que représente une circonscription aussi étendue, aussi large, complexe, diverse, mais cela fait aussi son charme et cela fera aussi un chantier particulièrement utile dans les années à venir. Et j'ai formulé le vœu vraiment très sincère que Charles-Ange soit élu député de cette circonscription. Charles-Ange est un homme de contact, est un homme d'écoute, est un homme de loyauté, est un homme qui respecte ses engagements, et je voudrais lui rendre en plus, il a cette affabilité qui le rend extrêmement sympathique à tout le monde. Sa tâche est difficile, ne nous leurrons pas. C'est une circonscription complexe, à la fois sociologiquement, dans sa configuration topographique et géographique, dans ses dimensions humaines, dans son espace extrêmement large à parcourir, et puis par le fait que, il faut le dire aussi, Charles avait besoin de rattraper par rapport à son challenger que beaucoup de monde connaissent ici, rattraper un certain déficit de notoriété. Charles, depuis un an, tu fais preuve d'une opiniâtreté sur ce terrain qui suscite l'admiration. Tu es présent partout. Tu salues tout le monde, tu t'expliques, tu fais preuve d'un démarrage de campagne absolument remarquable et j'ai absolument confiance dans l'issue de cette campagne électorale que nous lançons ensemble aujourd'hui avec le comité de soutien et qui va se développer au fil des jours qui vont suivre. Voilà, je ne voulais pas être plus long, ça n'est pas à moi d'évoquer l'ensemble des propositions que vous fera Charles tout à l'heure, mais je voulais lui redire mon amitié, mon soutien, le soutien de toute la majorité municipale autour de moi, et il peut compter sur nous dans cette partie de Grasse, puisque vous le savez, il y a une partie également au sud, Grasse a été coupée en deux, c'est pas le jour d'en discuter, c'est trop tard. Maintenant, il faut aller droit au but, c'est-à-dire à l'élection législative, après la présidentielle, c'est sûr que nous forçons gagner, que nous sommes sûrs de gagner, même dimanche prochain. Merci, Charles.
Bien, merci au sénateur-maire de Grasse de nous accueillir chez lui, dans sa ville, avec les élus qui l'entourent, de son conseil municipal, et puis naturellement avec le conseiller général de Grasse, mon ami Jérôme Biot, on est ici dans son canton, je me rappelle de sa permanence à quelques mètres d'ici, donc cette place aux airs, elle porte bonheur, et je suis sûr que le même succès qui avait accompagné Jérôme sera au rendez-vous de l'engagement de Charles Ginédi. Je suis très heureux d'être aujourd'hui pour un moment important de cette campagne qui a engagé déjà, Jean-Pierre l'a rappelé depuis longtemps, avec combativité, détermination, efficacité Charles Ginédi dans cette seconde circonscription des Alpes-Maritimes. Je suis heureux d'être aux côtés de beaucoup de mes amis, toutes et tous, et puis plus particulièrement les élus qui ont tenu ce matin à être présents ici à Grasse, aux côtés, avec Charles Ginédi. Bien sûr, tous les conseillers généraux de ma majorité départementale qui sont ici, Jérôme Biot, je l'ai dit, Thierry Deguen, bien sûr, conseiller général du canton de Saint-Auban, Pierre-Guy Morani, conseiller général du canton de Roquette-Théron, Jean-Marc Béliat, conseiller général du canton de Saint-Césaire, de Saint-Vallier, qui est ici, et puis naturellement, nous avons aussi l'engagement, le soutien, et j'étais avec lui tout à l'heure, il me représente à une autre manifestation, de Jean-Pierre Mascarelli, de Robert Belay et de Roger Siel, c'est-à-dire que la quasi-unanimité des conseillers généraux sont engagés derrière Charles Ginédi, et qu'en tout cas, et je l'exprime aujourd'hui par ma voix, la majorité départementale du Conseil général, que j'ai l'honneur de présider, de diriger, soutient dans son ensemble la candidature de Charles Ginédi. C'était naturellement aussi la démarche des élus maires qui sont ici et que je salue, bien sûr le sénateur-maire de Cannes-sur-Mer, mon ami Louis Nègre qui est présent, bien sûr Régis Lebigre, le maire de Mans, Michel Mény, le maire de la Gaude, et puis tous les maires qui sont ici, que j'ai vus, que je salue, Claude Tépi, Michel Olivier, je salue bien sûr Annie Double, la suppléante de Lionel Lucas, Raymond Ritchie qui est ici, Sylvain Butelli, j'ai vu Yvon Michel, Jean-Louis Brel qui est là, René Gildoni, voilà, bon, Max Ginédi, il y en a beaucoup qui sont là, et Ismaël, merci à toutes et à tous d'être là, d'être présents aux côtés de Charles Ginédi. Cette élection, bien sûr, c'est une élection politique, et il importe d'élire un député qui demain va participer à une majorité gouvernementale, et cette majorité, naturellement, ça sera celle de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est un choix d'idées, c'est un choix de valeurs, c'est un choix qui engage ce que va faire demain Charles Ginédi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et ce qu'il a déjà fait, puisqu'il a siégé 5 ans à l'Assemblée nationale. On avait un bureau mitoyen, on a participé à tous les combats à l'Assemblée nationale, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais cette élection législative, et surtout dans cette circonscription, avec ce contour particulier qui associe la ville de Grasse, la ville de Vence, à beaucoup de communes rurales, eh bien, l'engagement d'un élu de terrain, d'un élu proche, d'un élu départemental, premier vice-président du Conseil général, est aussi important, parce que les maires, et c'est essentiel, je le sais, peuvent et savent compter sur Charles Ginédi. C'est un élu qui, à mes côtés, premier vice-président du Conseil général, a une délégation sur la montagne, sur la ruralité,
sur la politique agricole, et les élus le connaissent, l'apprécient, mesurent son travail depuis tant d'années au quotidien sur le terrain. Et ça, au-delà des étiquettes politiques. Et nous les connaissons, les étiquettes, et nous les revendiquons, bien entendu, mais il y a cet enracinement, il y a cette proximité, il y a ce travail de terrain. C'est pour ça aussi que je suis venu aujourd'hui engager la majorité départementale unanime dans ce soutien derrière Charles Ginesy. Nous conduisons des politiques départementales au niveau des transports et des transports à l'eau. Nous conduisons des politiques au service de la solidarité territoriale au profit des communes de ce territoire, et tous les maires ici savent quel est le rôle, l'importance, l'engagement du Conseil général. Nous conduisons des politiques de solidarité humaine en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de la protection de l'enfance, de l'insertion. Et ces politiques, ce sont celles d'une majorité départementale, avec le combat permanent des conseillers généraux de gauche qui s'y opposent, qui le refusent. Nous avons fait des choix courageux, des choix politiques aussi au Conseil général. Et ce sont les choix que porte et que revendique Charles Ginesy. Pour la sécurité, lorsqu'on a mis en place le plan de sécurité du Conseil général, 115 millions d'euros, qui a notamment abouti à la construction ici du commissariat de Graves. C'est un choix qui appartient à la seule majorité départementale et auquel l'opposition socialo-communiste verte s'est opposée farouchement. Lorsque nous avons réalisé la gendarmerie devant mon cher Régis, c'est un choix de la majorité départementale. Lorsque nous avons construit celle de Puget-Ténier, celle de Gillette, en ce moment même celle de Saint-Vallier, Jean-Marc, c'est le choix de la majorité départementale, et c'est donc des choix politiques sur la sécurité. Je prends cet exemple parce que cet engagement, c'est celui que porte aussi Charles Ginesy, c'est celui auquel se sont opposés ses adversaires. Lorsque, je le redis, nous avons mis en place cette politique de transport à 1 euro tellement différente de la politique tarifaire de la région socialiste. Nous, quand nous mettons en place une politique de transport, nous mettons le tarif social qui va avec, nous faisons en sorte que tous les citoyens des Alpes-Maritimes, quel que soit le lieu qu'ils habitent, la destination dans laquelle ils se rendent, aient une égalité de tarification, et notamment pour les zones rurales. Et on sait l'avancée que cela a constitué lorsque nous avons mis en place cette tarification unique à 1 euro, la justice qui a été apportée aux habitants du haut-pays. Donc quand nous parlons de solidarité, cette aide qui est apportée, sans vision partisane, quelles que soient les communes, avec équité, en regardant seulement l'intérêt général, est-ce que les autres peuvent en dire autant quand on voit le traitement scandaleux de la région? J'étais avec Jérôme Biot il y a quelques instants au Conseil général pour présenter la campagne de promotion touristique que va conduire cette année le comité régional de tourisme et le CRT. 700 000 euros d'engagement pour la promotion touristique de notre département au service d'une activité majeure. 130 000 emplois dépendent du tourisme. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Reims, Nantes, la Gaule sont des villes touristiques qui vivent en grande partie parce qu'il y a un dynamisme, une attractivité touristique. Et nous avons lancé cette campagne avec le CRT, financé à 2 850 000 euros par le Conseil général. Et si je ne dis pas, c'est pour bien poser aussi les enjeux de cette campagne. Et enfin, on a un Conseil régional socialiste, dont un des adversaires de Charles Ginesy est conseiller régional. Depuis le début de l'année, on attend, et on est déjà au mois de mai, la saison touristique, elle est là, elle est engagée, on attend la réponse du Conseil régional socialo-communiste vert pour savoir si le CRT continuera à être aidé. Depuis des années, la région a apporté 900 000 euros au CRT, 2 850 000 Conseil général. Un quart, 3 quarts. C'était comme ça, sachant que le Conseil régional accorde au CRT de Marseille 5 millions d'euros. 900 000 euros pour les Alpes-Maritimes,
5 millions d'euros pour Marseille. Mais on avait quand même 900 000 euros. Cette année, on nous annonce qu'on risque d'avoir beaucoup moins, voire plus rien. Et les conseillers régionaux socialistes, et donc l'adversaire de Charles Ginesy, ont même voté un schéma régional tourisme qui n'évoque plus que la création, que l'existence d'un seul PRC. C'est-à-dire que la spécificité touristique de la Côte d'Azur est niée et refusée par le conseil régional. Voilà, je prends cet exemple. J'ai pris l'exemple de la sécurité, j'ai pris l'exemple des transports, mais il y en a tellement d'autres. Donc vous avez ici un élu de terrain, un élu engagé dans une majorité, au service de politiques qui répondent aux préoccupations du quotidien des élus, des populations. Donc je vous invite de toutes vos forces, rien que pour cette raison, rien que pour la cohérence de cette politique départementale, qui associe tous les maires, tous les conseillers généraux, les sénateurs qui sont ici. On forme une équipe unie, soudée, les députés, les 9 députés de la majorité aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Il faut qu'on reste à 9. Les sénateurs de la majorité unis, les conseillers généraux, les maires, et je dis quelquefois, quelle que soit leur opinion politique, parce qu'on regarde tous l'intérêt général. Il y a que les petits politiciens, ceux qui changent de circonscription au gré de leur intérêt, ceux qui soi-disant nous font des déclarations « Oh, j'aime mon petit village !» Mais allez, quand il y a une élection, parce que la circonscription elle est plus facile, alors là, le petit village, on ne le connaît plus, on s'en échappe, on prend la pénétrante et on va vers le nord. C'est plus facile. Et adieu, mes amis du petit village que j'aimais tant. C'est ça la conviction, c'est ça les hommes qui sont, voilà, ça ce sont des politiciens qui sont accrochés à leur idéologie sectaire. C'est le visage du sectarisme qui est opposé aujourd'hui à Charles Ginesy. Voilà, parce que faut arrêter quand même de dire des élus enracinés. Là, la preuve, c'était qu'il fallait aller dans le combat courageux, il fallait aller dans le combat le plus difficile, pas choisir la facilité, pas se parachuter. Charles Ginesy, cette circonscription, il est maire de cette circonscription, il se présente dans la circonscription où il est maire, et c'est tout à son honneur, parce qu'on se présente de là où on est, on va ailleurs, si on va ailleurs, c'est qu'on a peur, c'est qu'on n'est pas courageux, voilà, je voulais dire ça aussi, parce que, bon, c'est bien beau de se présenter toujours auréolé de certaines vertus qu'on n'a pas, mais à un moment, c'est bon de rappeler certaines vérités. Et puis, cette élection, ça sera aussi une élection politique avec un combat d'idées, un combat de valeurs. Et là, il y aura un choix de société, je dis même un choix de civilisation. Un choix de civilisation entre d'un côté une responsabilité économique, sociale, face à la crise, pour continuer sur le chemin de réforme, de la réforme sur lequel nous nous sommes engagés, avec courage, avec détermination derrière Nicolas Sarkozy, derrière le gouvernement, derrière la majorité. Nous avons fait des choix difficiles, des choix exigeants, mais toujours guidés, animés par la recherche de l'intérêt général. Notre pays a traversé la pire crise économique depuis 1929. Mais nous nous en sommes sortis beaucoup mieux que tous les autres. Il faut être vraiment de très très mauvaise foi pour regarder un peu comme lorsqu'il y avait le nuage de Tchernobyl, les mêmes qui nous disaient le nuage il s'est arrêté aux frontières de la France. Et bien là, les mêmes, ils nous disent la crise elle s'est arrêtée aux frontières de la France. Tout est de la responsabilité du gouvernement, tout est de la responsabilité de Sarkozy. C'est passé aux États-Unis, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Irlande, au Portugal, au Brésil, tout est de la responsabilité de Sarkozy. C'est lui faire beaucoup d'honneur, mais c'est être surtout d'un très très mauvais jugement, d'une très très mauvaise foi. Et voilà, il y a aujourd'hui deux modèles de société. Et il n'y en a pas trois. Il y a le modèle du courage, faire les efforts qu'on n'a pas fait avant, faire en sorte que notre économie soit compétitive,
qu'on dépense moins d'argent public, parce qu'on ne peut plus continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne. Ce qui est vrai pour chacune et chacun d'entre vous doit être vrai enfin pour l'État, et ça, on a deux modèles qui s'opposent. Un qui veut charger la barque encore plus de dépenses publiques, plus de fonctionnaires, plus de dettes, plus d'allocations, plus de ci, plus de ça, on sous-poudre, on distribue, on donne à chaque catégorie. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est responsable? Et de l'autre, une politique qui réduit les dépenses pour réduire les déficits, pour réduire l'endettement, qui diminue le coût du travail, une politique qui met à jour les équilibres sociaux, qui rétablit l'équilibre grâce à la réforme des retraites. Tout ça, c'est le choix de la responsabilité, c'est le choix du courage. Il y a une vraie différence. Et Charles, naturellement, derrière tous les candidats de la majorité, derrière les candidats de notre famille politique, unis, soudés, rassemblés, eh bien, est engagé la sécurité et l'immigration. L'immigration, est-ce que nous voulons demain? C'est une vraie question, une question majeure. Est-ce que nous voulons le droit de vote aux étrangers non communautaires? Est-ce que nous voulons que les étrangers non européens votent demain aux élections locales, qu'ils puissent voter à grâce, qu'ils puissent en 2014, c'est demain 2014, c'est dans moins de 2 ans, voter dans chacune de vos communes pour élire le maire, puisque désormais, eh bien, les étrangers non communautaires, si par malheur M. Hollande devait être élu, pourront voter aux élections locales, donc ils vont contribuer à élire les maires. Et j'entendais ce discours hier soir en disant mais ça n'aura aucune influence sur le Parlement. Bien entendu, ça aura une influence. Dans la mesure où les étrangers pourront voter, vont pouvoir influencer le vote d'une liste. Et quand on a des milliers d'électeurs, je ne sais pas combien il pourrait y en avoir à Grasse, à Nice, je sais que c'est près de 30 000, ça veut dire que l'élection, elle peut changer. Et ça veut dire surtout que désormais, le pouvoir local va être l'otage du vote communautaire. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous le refusons. Et Charles porte aussi ce message, un message aussi de force, de fermeté sur la sécurité, à l'opposé de la vision laxiste que portent les candidats socialistes, ouverts, enfin, ou communistes, enfin, c'est tout pareil, hein, de toute façon, puisque c'est toujours le rouge qui domine, et que finalement, les socialistes vont être les otages des plus extrêmes dans cette coalition baroque qui, demain, pourrait gouverner notre pays. Donc, sur ces questions, là aussi, la sécurité, le désarmement des policiers municipaux, prônés par les socialistes, la légalisation du cannabis. Alors le candidat, aujourd'hui à l'élection présidentielle, je n'ai pas vraiment dit ça, mais tous ses proches. Ou alors il est isolé de ses proches. Monsieur Vaillant, c'est quand même le mandataire hier soir qui a organisé son débat. Vaillant, il a écrit un rapport à l'Assemblée nationale au mois de mars dernier où il dit qu'il faut légaliser le cannabis, et non seulement il faut le légaliser, mais il faut le cultiver en régie d'État, ou ceux qui sont candidats pour devenir fonctionnaires en régie d'État peuvent déjà envoyer leur CV, en régie d'État, et il faut cultiver, c'est très précis, pour une fois c'est pas tout, 53 000 hectares, je ne sais pas si les maires ont des surfaces, 53 000 hectares pour satisfaire la consommation nationale. C'est écrit dans un rapport parlementaire. C'est n'importe qui, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur de M. Jospin. C'est celui qui avait fait monter la délinquance, c'est vrai, 18%. Et du retour, ça devrait quand même inquiéter. Ça devrait inquiéter Mme Lebranche, qui a fait des sauts dans le même gouvernement que M. Vaillant. Elle propose de supprimer 15 000 places de prison. On a là 58 000, c'est pas assez. On a fait voter une loi sur l'exécution des peines qui prévoit qu'on en ait 80 000 en 2017. J'ai été à l'origine de cette démarche, parce que plus de places de prison que sont des peines, mieux l'exécuter, plus rapidement, c'est une réponse pénale plus ferme, et donc c'est un moyen fort de lutter contre la délinquance et contre la récidive. Et bien Mme Lebranche, ancienne garde des Sceaux du même M. Jospin, la même qui avait fait monter la délinquance de 18%, dit oh là là, aujourd'hui on en a 58 000, c'est beaucoup trop, il en faut 43 000, donc 15 000 de moins. Ça n'est pas un colloque à l'Assemblée nationale le 1er mars. Alors quand vous dites ça, M. Hollande, non, bon,
Voilà. Mais Madame Aubry sur le Canada dit la même chose, M. Rebsamen dit la même chose, le désarmement des policiers municipaux dit la même chose, ils veulent supprimer les peines planchées aussi, hein, abrogation des peines planchées. Bon, les peines planchées, on en a prononcé 40 000, c'est un multipuissant sur la République. Donc vous voyez, il y a de vraies fractures, il y a de vraies césures, il y a une opposition complète, totale, radicale entre ces deux visions de la société et entre ces deux visions de la nation. Charles-Henri Lévy sera le porteur de ces idées de fermeté, de ces idées de sécurité, de ces idées qui font que notre France reste la France, d'une certaine idée de l'identité nationale. Voilà. Et il sera le candidat de la proximité, du terrain, un élu ici, de nos montagnes, un élu de ce territoire, un élu de ce département. C'est tout ça qui fait sa force, qui fait l'intérêt de sa démarche. Lui, il n'a pas besoin d'aller évangéliser le haut pays. J'ai vu cette formule dans une interview, dans une des multiples interviews que le candidat opposé à Charlange donne. J'ai vu cette phrase en début d'année. Mais pour qui vous prend-il? On va évangéliser. Enfin, si quelqu'un d'entre nous aurait dit ça, on aurait dit que c'est un propos colonial, un propos méprisant. Il faut évangéliser le haut pays, porter la bonne parole à des gens qui en seraient privés, qui seraient derrière des barrières. Enfin, c'est honteux, c'est scandaleux cette approche. Voilà. Vous êtes des élus de ce territoire tous, et ce territoire, le Conseil général, l'État lui apporte la solidarité qu'il a besoin. Ça s'appelle la solidarité territoriale, ça s'appelle pas l'évangélisation, on n'a pas besoin de télé-évangélisme, on a besoin de gens engagés, concrets, qui dépendent pour ce territoire, pour cette circonscription, pour la France. Voilà ce que je voulais souligner ce matin ici, en avant au fond du cœur, mon total soutien à Charles-Henri Lévy. Au-delà de ces raisons d'intérêt général, il y a aussi ce lien d'amitié, de la fidélité. Je le redis, Charles-Henri est mon premier vice-président, c'est surtout un ami. C'est dans plusieurs décennies, il y en a 3, donc ça fait plusieurs, même si la troisième n'est pas complètement terminée, heureusement, mais qu'on se connaît, voilà, on a cheminé sur beaucoup de routes et partagé beaucoup de combats pour notre département, pour notre pays. Voilà, c'est le candidat de la solidité, c'est le candidat de la conviction, c'est le candidat de la proximité, c'est tout simplement le meilleur, et c'est pour cela que je vous invite à vous mobiliser massivement pour lui. Que me reste-t-il à dire et à faire après un tel plaidoyer? J'en suis convaincu, j'en suis sûr. Merci Jean-Pierre Leleu, monsieur le sénateur maire de Grasse, de cet accueil, toujours aussi chaleureux, avec des mots toujours aussi amicaux à mon égard. Mais surtout, depuis le début, d'avoir accepté de me soutenir dans cette aventure. Jean-Pierre Leleu fut l'un des premiers. Le premier, c'est Éric Ciotti. Le premier à m'avoir dit « Je suis ton président d'honneur du comité de soutien », c'est Éric Ciotti. Et derrière, nous avons petit à petit construit cette circonscription qui n'était pas évidente. Jean-Pierre Leleu en a été un artisan. Louis Nègre, le sénateur Louis Nègre en a été un autre artisan. Tout ça sous la haute autorité de Christelle Estrosi, avec les parlementaires que sont Michel Tabarot, puisqu'elle fait partie de cette circonscription, et Lionel Lucas, qui aussi, à un moment, nous ont donné leur bénédiction, et puis de tous les conseillers généraux, mon cher Eric, que tu as cité, et j'ai remarqué que tu ne connaissais bien la deuxième circonscription et les conseillers généraux qui la composent. Tu n'en as oublié aucun, même de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, retenus par d'autres obligations,
mais il y a véritablement cette force départementale qui sous ton autorité, au-delà du fait que, en qualité de président de mon comité de soutien, tu nous apportes cet influx que tu es capable d'amener sur le plan du débat d'idées, sur le plan de la force que tu peux amener sur le terrain. Merci de ton aide et de ton soutien. Aujourd'hui, ta présence, avec les conseillers généraux, Jérôme Buot, Thierry Guéguen, Thierry Morani, qui, dès le début, m'a incité, m'a dit, tu sais, le comité de soutien, il faut impérativement agir et le faire vite. Avec Jean-Marc Béliat, avec les maires des grandes communes, avec le maire de Vence, Régis Lebigre, avec le maire de la Gaude, Michel Mény, avec tous les maires que je ne vais pas citer, mais vous êtes tous là, et ceux qui ne le sont pas sont retenus par ailleurs, et nous ont fait savoir qu'ils étaient de tout cœur pour le lancement de cette campagne électorale, puisqu'aujourd'hui, il s'agit bien d'un moment pour annoncer ma candidature, et c'est ce que je veux vous annoncer. Je vous confirme que le 14 mai, je déposerai à la préfecture des Alpes-Maritimes ma candidature pour concrétiser 3 ans d'efforts, 3 ans de travail, 3 ans de contact avec vous, 3 ans de contact avec la population. Si aujourd'hui la population n'est pas invitée, c'est parce que l'heure n'était pas la mieux choisie et que nous avons préféré annoncer à la presse la capacité qui est la nôtre de nous mobiliser sur le terrain. De dire qu'il faut aujourd'hui, à la veille de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, nous puissions apporter le petit plus qui va faire que Nicolas Sarkozy va gagner demain. Parce que j'en suis convaincu, nous allons nous inscrire dans cette ligne. Je suis comme vous tous et vous tous. Nous avons suivi avec un certain nombre, hier c'était rassemblé autour de Jean-Pierre Leleu, à Grasse, de Jérôme Buot, d'un certain nombre de militants, de Daniel Tubiana, de Dominique Bourret, de Jean-Pierre Micaille, de François Dirat, d'André Piquet, je suis sûr que je vais oublier un certain nombre d'adjoints qui étaient mobilisés pour regarder en direct le débat contre de Nicolas Sarkozy. Nous étions aussi avec Régis Lebigre et un certain nombre de militants, avec Annie, pour écouter ce débat. Franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo même si le candidat opposé avait de la tenue, même si il avait de la réponse sur le fond des problèmes. Nous avions un président candidat qui avait vraiment du contenu, qui avait du souffle, qui avait cette expérience pour apporter à la France, en pleine tempête, en pleine crise, la solution et la possibilité pour résister. Nous l'avons tous perçu cela, même si le débat continuera à avoir lieu et même si nous savons qu'il faut rester mobilisé à fond jusqu'au dernier jour, parce que le nombre de voix qui va faire que notre président Nicolas Sarkozy sera à nouveau élu sera très très faible. Il continue à défendre ce que François Hollande ne défend pas. Eric a fait un plaidoyer dans le détail, je n'y reviendrai pas, mais pour ma part, je n'ai pas entendu hier soir la réponse à la question « Que faites-vous quand vous allez proposer d'embaucher 61 000 fonctionnaires de plus? Comment allez-vous les payer? Comment ?» Il n'y a pas eu de réponse à cela. Est-ce que vous avez supprimé des postes d'infirmières? Les infirmières, ce n'est pas des fonctionnaires, peut-être. Vous allez supprimer des magistrats? Non. Vous allez supprimer des policiers? Non. Alors vous supprimez qui? Vous supprimez quoi? Vous faites comment pour maîtriser la dépense publique? Vous faites comment pour rentrer dans ce cercle vertueux qui doit nous conduire à une dépense publique maîtrisée, à avoir cette règle d'or que François Bayrou a proposée? Mais le premier à proposer, c'est Nicolas Sarkozy. On ne peut pas continuer à avoir un pays où il y a un déficit public qui se creuse d'année en année. On va se retrouver à un moment donné face à un mur, dans un contexte international difficile. La défense de la maîtrise publique est quelque chose de fort. Il faut pouvoir continuer. Ça reste ancré dans mes idées. Parce que si je vous parle de cela, je ne suis pas là pour
dire peut-être plus mal ce que Nicolas Sarkozy a très bien dit hier, mais simplement vous faire savoir ce que moi j'ai l'intention de rester, quelles que soient les circonstances, pour défendre une certaine politique, défendre également l'entreprise, la micro-entreprise, l'artisanat, la PME, tout simplement le citoyen en disant maintenant stop à la fiscalité. Nous savons tous l'impôt tue l'impôt. Donc en continuant à imposer un peu plus, eh bien chaque année la collecte se fera un peu moins forte et petit à petit il faudra toujours imposer plus pour faire en sorte que ceux qui acceptent de payer plus, ce sont ceux qui travaillent toujours un peu plus. C'est un cercle vicieux duquel il faut vraiment sortir, et pour en sortir, il faut revoir notre système d'imposition, il faut alléger les charges, il faut faire en sorte que le coût du travail ne pèse plus uniquement sur le travail, mais soit peut-être établi sur la fiscalité générale. Il y a des plans d'action, il y a des plans de bataille qu'il faut savoir mener, tout comme il faut savoir mener notre plan de bataille sur la scolarité, j'en dis deux mots, parce que Eric ne l'a pas abordé en direct, mais on ne peut pas continuer à avoir des enfants qui sortent de l'école primaire, qui rentrent en sixième, et qui savent compter de façon hasardeuse, qui savent écrire de façon encore plus hasardeuse, et quelquefois qui ne savent même plus ni parler ni écrire, parce que les SMS les ont contaminés, et qu'ils sont avec les nouvelles technologies, et bien sûr des messages rapides que seuls sont capables de comprendre, et que nous ne pouvons pas comprendre nous, et pourtant ce sont ces jeunes-là dont il faut assurer la formation, dont il faut assurer les bases, parce que c'est cette jeunesse-là qui demain construira la France. Je suis convaincu que là-dessus, il faut, de pied ferme, continuer à faire le travail que le gouvernement a commencé à faire. Luc Châtel a fait un très bon boulot là-dessus. Il faut le poursuivre et ne pas rentrer dans une forme de laxisme qui continue à laisser filer les choses. Quand on parle des thèmes qui me sont chers, on a la sécurité. Je n'y reviendrai pas, Eric en a parlé. Et là-dessus, je veux le féliciter, je veux lui dire tous mes compliments pour l'action qu'il mène depuis le département des Alpes-Maritimes au plus haut niveau de l'État, au niveau plus haut du gouvernement. Il fait passer des messages qui sont des messages entendus, compris et qui permettent de faire avancer les choses. Je veux lui dire aussi combien je suis fier d'appartenir à cette majorité départementale qui ont mis un certain nombre de dispositifs en place, comme le contrôle du RSA. Là, il y a de véritables actions de terrain qui consistent à dire on contrôle l'argent public que l'on redistribue. On ne peut pas continuer dans cette société à défendre un assistanat permanent. Je suis de ceux qui disent oui à la solidarité, oui à la solidarité humaine, oui à tendre la main à ceux qui à un moment sont dans la difficulté. Mais il ne faut pas en permanence mettre en place des systèmes qui deviennent des systèmes permanents, dont une partie d'ailleurs des citoyens profitent de façon abusive. Et c'est cela qu'il faut savoir arrêter. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je suis convaincu qu'il est urgent de travailler sur ces sujets-là. Quand on me pose la question, et souvent les journalistes me disent « Mais alors quel est votre programme ?» Je dis « Mon programme, je n'en ai pas. Je suis candidat à une élection législative. J'appartiens à une famille politique qui défend une idée, qui se fait une idée de ce qui doit être fait pour son pays, qui défend des principes. Ces principes, je tiens véritablement à pouvoir les défendre demain au Parlement pour continuer à avancer, mais de débat, de programme, je n'en ai pas. J'appartiens tout simplement à une grande famille politique qui, dans sa diversité d'ailleurs, défend un certain nombre de sujets. Nous avons au sein de l'UMP toutes les cordes possibles pour dire qu'il y a l'UMP qui défend le social, il y a l'UMP qui défend les valeurs travail, il y a l'UMP qui défend les valeurs de la sécurité, il y a l'UMP qui défend à un moment donné les symboles de la République. Là aussi, nous en avons souvent parlé, il ne faut pas laisser filer tous ces éléments-là. Je veux être demain votre représentant avec votre soutien. Grâce à vous, je suis persuadé que nous pouvons y arriver. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle
démontre que partout, le candidat investi par le PS et les Verts n'est pas dans une position favorable. Démontre que partout, nous avons capacité à retrouver des voix qui nous ont quelque part peut-être un peu échappé par le mécontentement du moment, qui quelque part nous ont échappé par la division. Là aussi, la division, j'en appelle à l'unité. Je ne suis pas le candidat qui veut revendiquer une candidature pour demain prétendre à un poste quel qu'il soit. Je veux être le député de cette circonscription pour être le représentant de ce territoire et de tout le territoire et pas d'un seul morceau de ce territoire. Je veux être le représentant qui représente les hommes et les femmes de cette circonscription, pas uniquement de ceux qui veulent défendre une catégorie. Quand j'entends dire, mais il faut bien qu'il y ait une femme, mais je ne représente pas les femmes. Vous pensez que le candidat que je veux être ne peut pas représenter les femmes? Eh bien, je revendique le droit de pouvoir défendre les hommes et les femmes de ce territoire. Il y a une quasi-certitude de ma part, et soyez convaincus que j'en appelle à l'unité, parce que nous pouvons là-dessus, si nous divisons pas, éviter une triangulaire. C'est certain. Et allez, je vais au bout, même s'il y a une triangulaire, mon cher Eric, je suis convaincu que nous y arriverons en nous mobilisant, parce que la mobilisation, elle est profonde, parce qu'elle est enracinée dans le milieu urbain, dans nos villes, mais par la présence de vous toutes et vous tous, maires ruraux, amis de la ruralité, avec qui nous avons bâti et des projets sur Colombes. On en parlait tout à l'heure avec Thierry Miguel quand tu parlais de ces champs de marijuana. Peut-être que le projet de Colombes pourrait il y a des hectares à mettre en œuvre. Il y a ici et là du photovoltaïque à multiplier. Il y a des projets multiples et variés que nous connaissons bien. Il y a cette mobilité douce de laquelle nous devons nous préoccuper, le projet du funiculaire de Grasse, l'eau du Coulon. Il y a la rénovation des centres urbains à Grasse avec cette volonté que t'affirme Jean-Pierre avec ton équipe de redonner au centre de Grasse un coup de plus, de transformer dans cette ZAC que tu souhaites bâtir, de retrouver ces anciennes usines à parfum et ces secteurs qui doivent être redynamisés. Il y a des projets que nous voulons beaucoup plus modestes avec le maire d'Estradiol, l'implantation d'une pharmacie. Voilà ce sur quoi j'ai envie de me battre. Ici et là, nous avons tous des projets qui dépendent de cette volonté du législateur de mettre un petit coup de pouce à un moment donné, peut-être, messieurs les sénateurs, monsieur le député, de mettre ce petit coup de pouce avec la réserve parlementaire, et en même temps, ce gros coup de pouce que le Conseil général des Alpes-Maritimes peut mettre sur l'ensemble de ces projets, et sans lesquels il ne peut rien se passer sur notre ruralité. Eric là aussi l'a dit, il a beaucoup parlé des gendarmeries, il a beaucoup parlé des transports, il aurait pu beaucoup parler des routes, sans lesquelles nous n'irions pas dans notre département là comme nous y allions. Il aurait dû parler des centres qui sont soutenus par les syndicats mixtes. Quand je vois Michel Olivier, je pense aux syndicats qui exploitent les stations en dents d'éoliennes. Quand je vois nos stations de sport d'hiver, on voit que l'action du Conseil général est une action importante. Et pour ma part, c'est un élément fort à prendre en compte. Il est nécessaire pour nous aussi que nous puissions nous défendre avec un élu qui sait apporter le complément de ce que les maires peuvent demander sur leur projet. Alors, je veux être ce candidat et cet élu de proximité. Je veux être véritablement celui qui ne fait pas comme mon adversaire principal, le cas ciblé, qui vous parle des gaz de schiste en permanence. Il a un matin, c'est les gaz de schiste. Les gaz de schiste, ils ont été interdits par le législateur, le gouvernement en a pris également l'engagement du réserve, et bien lui continue à bouliner pour les gaz de schiste, comme si c'était le principal danger de demain. Il continue à nous parler d'intercommunalité, comme si lui avait joué un grand rôle sur l'intercommunalité. Il a été l'élément le plus perturbateur au moment de la naissance de cette intercommunalité. Et ici sur Grasse,
Sur Saint-Vallier, vous en savez quelque chose. Sur Andon, vous en savez quelque chose. Alors aujourd'hui, je crois que la modestie devrait l'amener à un peu plus de réflexion, parce que là aussi c'est un débat qui le dépasse peut-être. En tout cas, il vaudrait mieux se préoccuper des citoyens que de se rentrer dans ce débat-là. Et puis, je veux être celui qui est des vôtres sur cette circonscription. En étant le maire de Péronaldéen, en étant conseiller général du canton de Guillaume, j'appartiens de plein pied à la deuxième circonscription. Je ne fais pas du tourisme électoral pour aller me présenter dans une circonscription où je n'ai pas un iota à défendre, tout simplement parce que je recherche un mandat de député. Je veux revendiquer cette possibilité d'être là, de bâtir un projet nouveau et innovant et de territoire sur la 2. Il y a là des thèmes forts. Et puis, allez, quelque chose qui n'a pas été dit, je n'aurai pas à choisir. Je réclame un mandat, mais je ne suis pas en cumul de mandat, avant que de me présenter à une élection. Là aussi, quand on appartient à un camp qui revendique le fait de dire il faut réduire le nombre de mandats, il faut absolument limiter le cumul des mandats pour que les élus se prêtent mieux à leur mandat, eh bien, commençons par appliquer et par s'appliquer la chose à soi-même. Ça a été demandé à François Hollande. Que fait-il si il était battu? Eh bien, il retourne à l'Assemblée nationale, bien évidemment. Or, il n'est pas cumul de mandat. Que va-t-il faire là-dessus? Alors, on ne peut pas prétendre une chose et faire le contraire. Moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Je n'appartiens pas à un camp qui revendique cette affaire-là de cette manière-là. Et je peux vous dire que si je suis élu parlementaire, eh bien, vous m'avez vu ces dernières années très fréquemment. Sachez que vous m'y verrez encore plus souvent et de façon encore plus opiniâtre. Je conclurai parce que l'heure tourne et qu'il y a d'autres séquences derrière, et peut-être pour un certain nombre d'entre vous, la séquence ravitaillement s'impose, et de vous dire vraiment que ça a été un grand plaisir que de vous voir mobiliser aujourd'hui. Ça prouve que nous allons gagner cette deuxième circonscription. Je suis à peu près certain que la grande famille départementale, sous l'autorité du président du conseil général, sous l'autorité du président départemental de l'UMP, Christian Estrosi, sous l'autorité tout simplement de vous toutes et vous tous avec qui nous avons lié tant d'amitié, tant d'affection et tant de choses en commun, nous allons réussir à faire gagner la deuxième circonscription, réussir à faire gagner le département des Alpes-Maritimes et réussir à faire gagner la France. Et merci à monsieur et madame Dubreuil qui étaient là, je ne sais pas s'ils sont là. Ça ne vous dira peut-être rien, mais monsieur et madame Dubreuil sont les propriétaires de cette permanence. Je veux les remercier de nous avoir mis à disposition de ce local.